non, la bouche, s'il te plaît. Regarde, non, la bouche, c'est Nosferatu. Là, regarde. Ouais, sur la langue, là, regarde. Et là, t'avances. Sortie de Key West où j'avais coécrit le livret, j'ai eu l'envie, je me suis dit c'est génial d'écrire un livret. Et je me suis dit quelle est l'œuvre ou quel est l'auteur qui pourrait permettre ça. Et j'ai de suite pensé à Fando Ellis d'Arrabal. C'est une pièce de théâtre qui mérite une grandeur. Et puis après cette expérience de Key West, je me suis dit mais voilà, Fando Ellis. Donc je suis allé voir Arrabal et je lui ai demandé s'il était d'accord de me donner cette exclusivité pour aller voir des directeurs d'opéra. Et c'est là où j'ai rencontré Jean-Louis Pichon et Éric de la Nault. Alors, l'œuvre d'Arrabal, de toute façon, est difficile. Est assez noire. Donc, quand Christian Frédéric m'a proposé son univers, bien évidemment, c'était assez surprenant, mais ça collait assez à l'œuvre d'Arrabal. Il a eu carte blanche. Il a eu carte blanche parce que c'est la vision que j'ai de notre métier. Donc, l'univers qu'il m'a proposé fut bon an mal an, je l'ai laissé faire. Après, c'est l'Opéra de Saint-Étienne qui m'a fait rencontrer Benoît Benut. Voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Les pistes que m'a donné Christian, c'était des pistes de théâtre. C'est-à-dire, il m'a parlé de l'œuvre, de la manière qu'il avait de voir l'œuvre. Moi, j'ai demandé de rajouter des duos, des trios, des airs un peu plus longs, parce que je veux me servir des codes de l'opéra classique, de ce que les personnes qui vont à l'opéra ont l'habitude d'avoir à l'opéra. Le fait que tu t'écartes, c'est bien. Mais peut-être c'est parce que tu fais. Son visage est très doux. Peut-être, tu vois. Ouais, tu peux toujours faire les mêmes choses, tu vois. De jouer avec lui et après, et venir sur elle. Ouais, j'ai le temps. Et après, tu m'enlèves, moi. Hein? Tu m'enlèves après ou pas? Non, tu ne laisses pas pour l'instant. Nous sommes dans un monde post-apocalyptique. Le monde qu'on a connu n'existe plus. Le monde de la consommation, etc. Nous sommes à l'époque de l'errance des hommes. Et dans cette époque-là, il y a des êtres qui cherchent absolument d'atteindre une ville mythique qui s'appelle Tár. Alors est-ce que Tár existe ou est-ce que Tár n'existe pas? Et dans ces personnes qui cherchent à atteindre cette ville mythique, il y a un couple, Fando et Lys, qui sont très amoureux l'un de l'autre, mais qui ont un rapport assez spécial quand même, un peu d'autodestruction, si je peux m'exprimer ainsi, un peu à l'univers aussi de Cronenberg, et qui vont vivre une histoire d'amour. Et ils vont croiser lors de cette histoire 3 hommes complètement farfelus, 3 hommes au parapluie, qui se protègent sous un parapluie et qui vont croiser la route de ces 2 amoureux. Voilà. C'est ça à peu près le pitch le plus court qu'on peut faire. Mais c'est peut-être pas du tout ça l'histoire en fait. Il est là comme ça, il se met en place, il est content du truc et il commence. La plume était dans le lit. Et en fait, toi, tu vas faire tous les mouvements qu'on a dit sans te soucier de lui. Sans t'arrêter. Lorsqu'on me pose des questions sur Fando Ellis, il faut que je me souvienne qui j'étais il y a plus que 60 ans. Comme d'habitude, ça parle des moments de ma vie. Et c'est grâce à des gens comme Christian Frédéric que je suis là, je suis ici dans ce monde. D'autre part, j'aurais disparu. Fernando Arrabal, c'est un des fondateurs du théâtre Panique. On est dans cette forme 1955, mais l'opéra n'est pas 1955 parce que c'est post-apocalyptique. On est dans cette forme, je parle pour Arrabal, qui est une forme très catharsistique, comme dirait Artaud. J'ai voulu en fait raconter une sorte de fable très surréaliste, avec des hommes montagnes, avec des corbeaux qui sont là. Peut-être que c'est même les corbeaux qui se racontent leur histoire, ou peut-être que c'est pas ça, ou peut-être que c'est autre chose. C'est un peu ça, quoi, l'idée. C'est un peu d'avoir aussi des choses très imagées et des choses où chacun, peu à peu, peut se raconter l'histoire. C'est-à-dire chaque spectateur va se raconter sa propre histoire et aura des clés pour se raconter sa propre histoire. Mais effectivement, la forme, j'ai voulu que ce soit une forme un peu barrée, quoi. Mais un peu barrée, pas forcément dans le négatif ou dans le noir. C'est-à-dire qu'il y a de l'humour, il y a des numéros de clowns, il y a de la vie, parce que et dans la vie, il y a de la souffrance, il y a de la mort, il y a
il y a la naissance, il y a plein de choses. Donc tout ça, c'est dans le spectacle. Fandor Ulysse regorge non pas de citations, mais de petites formes qui nous rappellent l'opéra classique. J'ai tout de suite pensé, comme on est sur une musique qui va être chantée en langue française, le français a des accents pas forcément évidents à mettre en musique. J'ai axé un peu le travail déjà sur la prosodie du français, c'est-à-dire comment est-ce que la langue française va être perceptible sans avoir besoin des sous-titres. Quand même, si on parle une langue et que les chanteurs chantent une langue, le devoir du compositeur, à mon sens, est de faire en sorte qu'il y ait une perceptibilité directe de la langue dans les yeux et dans les oreilles du public. Pour cela, j'ai été très influencé évidemment par la manière qu'a eu Debussy de mettre les voix en évidence dans son grand opéra et son seul opéra achevé, Péléas et Mélisande. L'orchestration, le dosage des instruments, comme de la grande cuisine où on gère les épices, donne un environnement qui permet aux voix d'être perceptibles et en même temps de ne pas être toutes seules. La deuxième, évidemment, c'est la force opératique de Mozart, qui nous emmène dans une histoire de manière claire, du début à la fin, avec du rythme, avec des changements, avec toute la vie en fait. En même temps, l'emphase et le sens du drame de Moussorgsky dans Boris Godunov. Et à la toute fin, celui que j'ai refusé d'ouvrir, mais je le connais très bien, dont j'ai refusé d'ouvrir la partition parce que c'est un tel monument, c'est Wojciech de Alban Berg. Et l'inspiration a été aussi la voix des chanteurs et de la chanteuse. On a 5 rôles-titres, une femme et 4 hommes, 2 ténors, un baryton, une basse et une soprano. Et donc, j'ai fait à l'ancienne, c'est-à-dire j'ai eu besoin de tomber amoureux de leur voix. J'ai eu besoin d'aimer leur voix. On est comme dans de la haute couture. Si on a du prêt-à-porter, ça fonctionnera. Mais si on fait du sur-mesure avec les chanteurs, si on connaît leur voix et qu'on l'a entendu, pratiqué, écouté, qu'on s'en est imprégné, à ce moment-là, je pense qu'on est plus proche de leur vérité vocale et donc d'une plus grande cohérence du spectacle. Ulysse, c'est la dernière femme sur Terre déjà. C'est post-apocalyptique, donc toutes les femmes sont mortes une par une. Donc moi finalement je suis le dernier espoir. Elle est en couple avec Fando. Alors c'est un couple un peu, un couple enfant, c'est-à-dire des enfants un peu dans un corps d'adulte. On verrait ce personnage comme quelqu'un de pas fou mais de pas fini. Ça va être un gars très entier, il va se donner en amitié comme en amour. Et puis dès que quelque chose ne lui plaît pas, ou qu'il n'est pas content avec sa copine, il va se mettre à l'attraper. Comme un enfant le ferait avec un jouet. Alors avec un regard d'adulte, c'est cruel. On peut la penser comme, on peut la voir comme une victime. En fait, on se demande si elle ne sait pas déjà qu'elle va mourir en fait. Est-ce que dans le fond, elle veut provoquer ça? C'est un peu ouvert en fait. Parce qu'elle sait que si elle meurt, l'humanité disparaît. Donc voilà, c'est plutôt un personnage qui est rendu complexe, mais à jouer, c'est pas très complexe. C'est pas si difficile à faire. Enfin, en tout cas pour moi. C'est une pièce très dure et c'est vrai que le travail avec Christian, ce qui était intéressant, c'était d'aborder les choses un peu comme des comédiens. Donc après, on est des chanteurs d'opéra, donc évidemment il y a des limites à ça, il y a des contraintes, mais ça nous permettait d'aller, en tout cas moi, d'aller au-delà, d'approfondir en fait les traits de mon personnage. Et c'est une mise en scène qui est très dynamique, qui laisse pas le temps à l'erreur. Tout s'enchaîne. Ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Tout est au millimètre. Tous les intervenants du spectacle. Donc, sur nous, on a des comédiens et on a surtout les techniciens qui changent vite aussi de décor. Tout est calé. Il faut vraiment être très en forme physiquement, avoir les nerfs solides et pas lâcher. Comme il dit, lui, il dit voilà, pas lâcher la caméra. Donc, ce qui veut dire, c'est pas lâcher l'attention. Et ça, on a l'habitude de le faire, on essaie de le faire quand on fait de l'opéra. Mais je veux dire que là, c'est poussé à son paroxysme. À l'opéra, on a vraiment des petits temps de repos. Ici, on n'en a pas. Il n'y a pas de temps de repos. Même quand on est toujours à vue. Quand les collègues chantent, on est à côté d'eux, on doit maintenir l'attention. Et puis, les Fando sont un peu au centre de toutes les activités, de toutes les rencontres. J'y suis au centre et je peux te dire, c'est pas facile. C'est trash, quoi. C'est trash, mais c'est trash aussi bien dans la lumière que dans les ténèbres. Donc
C'est un peu une forme, alors pas une forme esthétique, mais dans l'énergie, c'est un peu du street art aussi. Mon travail, c'est de discuter avec un metteur en scène pour lui proposer des conceptions de costumes qui vont aussi donner une personnalité à chacun des personnages que lui déjà va avoir imaginé et écrit. Je propose des maquettes de costumes qui vont être retravaillées suite à nos rencontres et ça se précise de plus en plus. Et Christian, en plus, c'est quelqu'un qui aime aller vraiment dans le détail. Donc les maquettes sont devenues de plus en plus détaillées dans les coiffures, les maquillages, la patine. On essayait qu'il y ait le plus d'informations possible sur le dessin. On a aussi décomposé les personnages en différentes couches de vêtements. Je pense entre autres à Fando, que ce soit un personnage qui a l'habitude de tout noter, de tout écrire. On imaginait qu'il vive dans un monde où il n'y a plus de papier, il n'y a plus de matière première, donc il utilise ses vêtements, il utilise le corps, il note tout. Il y a un côté très artistique, débrouillard, inventif. Et dans le personnage, il y a aussi un côté naïf, sombre, il y a tout ça de mélangé. Et pour Lys, elle est tout le contraire. Elle subit tout cet environnement. Son costume a été créé avec l'idée que c'est Fando qui l'avait habillé. Tu sais, tantôt, je parlais d'un Fando jeune, naïf, créatif. Donc, on imagine qu'il a voulu en faire un peu sa poupée. C'est un peu son amoureuse. C'est un rôle de femme qui incarne un peu toutes les femmes aussi. Mais Fando l'aime d'une façon amoureuse et violente. J'ai imaginé que son costume, c'était des plastiques récupérés, qu'il avait voulu lui faire une belle robe avec ça. Donc, on sent tout l'esprit de récupération de matériaux qui ne sont pas nécessairement appropriés pour ça, mais ça fait partie de la débrouillardise et de la créativité de Fando. N'ayant à peu près plus de vêtements de femme, tout ce qui appartient à la femme a un peu disparu. Donc, il reste très peu d'éléments. Même sa culotte, c'est une culotte un peu garçon, chemise d'homme. Il fallait qu'elle soit quand même spectaculaire, même si elle est vulnérable. Et bon, elle a un handicap aussi, elle porte des prothèses. Ça, c'est un gros enjeu, et technique, et esthétique, et le confort. Elle se fait malmener avec ça. Ça a été un de nos gros défis, la prothèse. Parce qu'on imagine à travers l'écriture de ce que vous voyez sur scène, tout ce qu'il y a derrière aussi. Nous, nos conversations, on remonte leur histoire beaucoup plus loin. Puis les prothèses, bien, c'est plein d'indices aussi que ces sévices puis tout ce qu'elle a vécu remonte à plus loin. Puis sans tout raconter, on se fait une histoire aussi. Donc à travers la conception, on participe aussi à l'écriture du personnage. Moi, c'est ça que j'aime, c'est un beau défi. Le but du jeu, c'est pas que ça plaise en tant que tel, c'est que ça crée la réaction. Qu'elle soit positive ou négative, il n'y a rien de pire que le gris, que le morne, que la musique intéressante. Vous savez ce qu'on dit sur la musique intéressante? C'est le nom que la politesse donne à l'ennui. Et ça ne m'intéresse pas, moi, la musique intéressante. Ce qui m'intéresse, par contre, c'est de prendre les gens par la main et de les emmener dans une histoire. Le sens dramatique, à ce niveau-là, il coule de source. Dans un opéra, c'est la forme parfaite pour pouvoir le faire. Au fond, c'est un opéra, mais c'est la possibilité d'un film. Les gens sont Lys, ils sont Fando. Je crois que très souvent, on a changé les rôles. Et Fando a joué le rôle de Lys, et Lys a joué le rôle de Fando. Et je me vois très bien faisant Lys. Je suis plutôt Lys que Fando dans la pièce. Vous allez voir autre chose. C'est facile à dire, mais c'est vraiment autre chose. C'est une création. Ça ébranle, puis en même temps, c'est plein d'humanité. Donc, moi, je trouve que c'est touchant. Puis, je pense que ça peut changer votre vision du monde. Puis pour ça, ça vaut le détour. Et qu'en plus, ça leur parlera d'un monde et d'un univers qui va les toucher, parce que quelque part, c'est aussi un opéra catharsistique qui parle de notre vie, de nos envies, de nos peurs, de nos joies. Et peut-être qu'il faut se regarder plus, vivre plus ensemble pour éviter de voir ce qui va arriver dans cet opéra-là. A plu, était dans le lit.
que la pluie nous dit. Et que la pluie au lit. La pluie était dans le lit. Et le lit était dans la pluie.